Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir ma présentation? Merci. Alors, René Barcelo, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont connu. J'ai passé au-delà de 7 années comme directeur de la recherche à la Société des arts technologiques. Auparavant, j'ai été graphiste. Et pour ceux qui s'en rappellent pas, à un moment donné, on faisait des livres avec de la colle et du papier. Alors, j'ai connu cette période-là. Et donc, l'ordinateur est arrivé dans ma vie en 1984. Quelle belle idée de savoir que je suis mutant depuis 1984. Donc, j'ai quitté la SAT il y a 3 ans et maintenant je travaille chez Réalisation. Juste 2 secondes pour vous parler de Réalisation. Réalisation est une autre de ces firmes fantastiques de Montréal que la planète au complet connaît, sauf Montréal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de travail à Montréal. On a du travail en Chine, on a du travail en Angleterre, on a du travail en Europe, en Asie, partout, mais sauf ici. Alors, on travaille, on est un genre de Moment Factory architectural. Contrairement à Moment qui fait beaucoup de pixels, nous, on travaille beaucoup avec des moteurs, des pompes, des installations, aussi des pixels, mais on travaille beaucoup dans les senseurs, les capteurs et les actuateurs. Donc, ce système-là, ce que vous voyez à gauche, on était beaucoup dans l'architectural, la scénographie, des fontaines en 3D, des scènes qui sont projetées en temps réel, etc. Et là, tranquillement, depuis mon arrivée, on s'en va de plus en plus vers la ville intelligente, les transports intelligents. Finalement, en vieillissant, on se rend compte que, faire tourner des ballons sur le nez de Madonna, ça fait un temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on est encore là pour changer la société avant qu'on on s'en aille nous aussi? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie quand on est jeune. On a tous une durée. Et profitez de nous pendant qu'on est là. Donc, ce qui se passe, on a travaillé, entre autres, j'ai travaillé l'année dernière sur un projet avec la ville d'Edmonton, entre autres, sur la revitalisation urbaine. Et ce qui est fascinant, c'est que la majorité des gens qui dirigent ces projets-là sont des gens d'au-delà de 40 ans. Et donc, quand eux autres, ils voient l'avenir de leur quartier, ils arrivent dans un quartier, donc ils voient ensemble tout le changement au niveau de la circulation, au niveau de l'aménagement, au niveau des techniques de construction, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans cette vision-là, parce que pour eux, ils ne comprennent pas que maintenant, on est à côté de l'aqueduc, ça va nous prendre un dataduc. Il va falloir qu'on soit capable de gérer les informations. On parlait tantôt, le conférencier parlait de Lyon qui construit des bouts de réseau puis qui en manque toujours un morceau. On vit un peu la même chose à Montréal. On n'a pas le contrôle de nos dataducs. Et ça devient un élément important. Dans nos lois, on est capable de gérer l'eau, on est capable de gérer notre énergie, mais on n'est plus capable de gérer le data. Alors que le data est rendu aussi important que l'eau, comme on le voit depuis hier. Donc, pourquoi ça? Alors, ce que je vais faire, il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont déjà entendu, je vais parler de la fracture transgénérationnelle. Alors, pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous allez le réentendre, et pour les autres, je vais vous le présenter. Donc, en fait, je me suis posé la question, moi, parce que comment ça se fait qu'on ne comprend pas? Surtout quand je travaillais à la SAT, où la majorité de mes collègues avaient moins de 30 ans. À chaque fois que j'allais rencontrer les gens du gouvernement, ils me disaient, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris? J'essayais de leur expliquer que ces gens-là, dont moi, on a passé la moitié de notre vie avant que l'ordinateur arrive dans notre vie. Hein? Si vous avez moins de 30 ans, vous êtes né avec l'informatique. Vous savez que c'est ça. Mais pour les plus vieux, ça marchait. Puis ça marchait bien. Et on n'avait pas de machine. Pas parce qu'on ne pouvait pas s'en acheter, parce que ça n'existait pas. Quand on est allé à l'université, on ne nous a pas montré comment créer une ville, comment gérer une ville avec l'informatique. On nous a montré comment gérer une ville en se parlant, en se rencontrant, en ayant des conversations. Alors, on va faire une petite histoire rapide de l'histoire des communications en très peu de temps. Alors, il y a 33 000 générations. L'homme moderne est apparu sur la planète. 30 000 générations plus tard, donc il y a 3 300 générations, on a arrêté de grogner puis on s'est mis à parler. Et 300 générations plus tard, il y a 300 générations, on a arrêté de parler et on s'est mis à écrire, on a commencé à écrire. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment l'ampleur de la connaissance et de l'expertise qui est en arrière de tout ça pour apprendre à écrire. Après ça, il y a 30 générations, on a été capable de reproduire ce qu'on écrivait et de le diffuser à plus de monde, donc de pouvoir écrire des rapports, des documents,
documents, des choses comme ça. Mais il ne faut pas se leurrer parce que, dans le fond, c'était pas tout le monde qui savait lire et écrire. Très peu, en fait, seulement les dirigeants. Jusqu'à temps qu'arrive, mais déjà, ce transfert d'informations-là a généré, en très peu de temps, des innovations, comme la locomotive, le télégraphe, la vapeur. Le fait qu'on partageait l'information, tout à coup, on a commencé à avoir des idées qui circulaient et aller plus vite. Et ce n'est qu'avec l'arrivée de la révolution industrielle que, premièrement, on a vu les premières grandes villes et, deuxièmement, surtout, on a vu l'arrivée de l'éducation. Pourquoi? Parce que, rapidement, les industriels avaient engagé les enfants. Alors là, les parents se plaignaient, ils disaient, ben, une minute, c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Si tu engages les enfants, pourquoi? Alors là, on a dit, bon, on va faire un deal avec vous autres, on va envoyer les enfants à l'école, on va les préparer, ils vont apprendre à arriver à l'heure, ils vont apprendre à écrire des rapports, à lever la main pour demander la permission, à aller à la toilette quand c'est le break, et etc. Comme ça, ils vont être prêts. Et donc, ça a commencé, et là, tout à coup, je me suis posé la question, à quel moment on a dû mettre les livres d'école à jour? Eh bien, maintenant qu'on savait lire, en 1880, il a fallu mettre le livre d'école à jour parce que maintenant, il y avait une nouvelle technologie de communication qui s'appelait le télégraphe. En 1995, il a fallu le remettre à jour parce que maintenant, on avait les phonographes. En 1910, on avait le cinéma et les débuts des enregistrements. En 1925, on avait le téléphone. En 1940, on est arrivé avec la radio. En 1955, la télévision et la radio mobile, les transistors. En 1970, le fax et l'électronique, les machines à calculer. Moi, j'ai commencé à apprendre à l'école avec une règle à calculer. Je ne suis pas si vieux que ça, vous savez. Et donc, 1970, 1985, et là, ça a commencé. Tranquillement est arrivé un ordinateur. Ah, tiens, c'est quoi ça? C'est une grosse dactylo, on pensait au début. Ah, c'est une dactylo fantastique, ça calcule vite, cette affaire-là. On voyait ça comme une nouvelle manière de travailler avec nos affaires. Et là, tout à coup, est arrivé en l'an 2000 le réseau. Et là, c'est là vraiment que ça a frappé dans le dash. Parce que là, on pensait que l'arrivée de l'ordinateur avait été le gros changement, mais c'est quand le réseau est arrivé que là, on s'est rendu compte que là, le monde venait de changer, que le paradigme venait de changer. Et donc, après ça, on est arrivé dans la mobilité. Donc, il faut bien comprendre qu'en l'espace de 10 générations, une première au niveau de l'histoire, ça s'est jamais vu, 10 générations consécutives qui ont vu l'introduction de technologies d'information qui amenaient des paradigmes complètement différents. Alors que dans l'histoire humaine, on s'est toujours enseigné entre nous. Bon, ben, tu sais, regarde, on va apprendre, je vais te le montrer, regarde mon fils ou ma fille, c'est comme ça que ça marche dans la société. Les parents ont vu l'arrivée, les enfants et les parents ont vu l'introduction de la technologie en même temps. Alors, c'est sûr que quand on est à l'école, on a du temps pour jouer avec, puis apprendre et tout, puis on peut aller un petit peu plus loin. Mais quand on est au travail, on travaille avec la technologie qu'on nous a montrée à l'école. Donc là, tout à coup, il y a une déconnexion. Et d'après moi, une des parties des gros stress qu'on vit actuellement dans la société numérique viennent de là. McLuhan a dit quelque chose de très simple dans Understanding Media qui s'appelle « Chaque média, en modifiant l'environnement, évoque en nous des ratios uniques de perception sensorielle. L'extension de tout sens modifie notre façon de penser et d'agir. La façon dont nous percevons le monde. Lorsque ces ratios changent, les hommes changent. » Ça fait 10 modifications d'environnement en 10 générations. Alors, on n'a pas le même monde en tête. En plus, c'est la première fois dans ces 10 générations-là qu'il y a autant de générations qui cohabitent dans la même société. Ça ne s'est jamais vu. On a à peu près 5 générations qui cohabitent dans la société actuellement. Les jeunes, maintenant, passent 20-25 ans en mode jeune apprentissage et les vieux passent 20-25 ans en mode retraite. Alors là, les deux plus gros coûts dans notre société sont l'éducation et la santé. Comprenez-vous qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en plus, on s'ostine sur la manière dont on va travailler, parce qu'il y en a un, nos politiciens de 50 ans continuent à faire des messages de 30 secondes en fonction de la télévision, alors que les plus jeunes sont capables de réduire leur pensée en 140 caractères. C'est là qu'on est présentement. En plus, ça c'est plus formel. Moi, je parle plus d'une infomutation. Ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas le retour à Gutenberg. Ce qu'on est en train de vivre, c'est l'apparition de l'alphabet. Okay? C'est aussi important que ça. On est en train de passer... Les gens qui sont nés avant 1985 ont été éduqués dans un monde physique.
Okay? Il fallait être là, il fallait être voix, il fallait que je te passe un document, il fallait qu'on soit ensemble, il fallait que j'aille le DVD pour le mettre dans ma machine pour le regarder. Les gens qui sont nés après 1985 sont nés dans un monde numérique où tout peut être branché, connecté. Je peux commencer à lire sur mon téléphone, finir à lire sur ma télévision, l'imprimer sur un bout de papier pour le regarder dans l'avion, alors que maintenant, même dans l'avion, j'ai aussi probablement accès au Wi-Fi de plus en plus. Donc, on n'est plus dans le même monde. Et le problème qu'on a dans la consultation publique, la participation citoyenne, c'est qu'on n'a même plus le même modèle mental de monde, de société. Je pense que c'est là qu'il faut peut-être qu'on se remette à travailler et qu'avant de demander aux gens « aimez-vous ça ?» parce qu'on ne sait peut-être pas, mais il y en a peut-être le tiers ou les 2 tiers qui ne peuvent même pas se rendre au bouton « like », c'est peut-être pas là qu'il faut mettre nos énergies. Mais l'informatique est quelque chose de fantastique. Parce que aussi, l'autre point que ça élève, ça amène tout ça, c'est que le temps, ça n'arrête pas. Okay? Alors, le temps, ça fait que c'est normal dans la société, pour être dirigeant, pour être grand patron, il faut avoir passé les échelons. Donc, pour arriver au niveau le plus haut de la hiérarchie, on est vieux. On est plus vieux que les jeunes. Alors, ce qui fait que ceux qui signent les chèques, ils ont été éduqués à l'ère de la télévision. Ils ont été éduqués à l'ère de la radio. Et donc, ils considèrent que ça, c'est quelque chose qui est distrayant, que c'est pas comme ça que ça marchait avant. C'était bien mieux. Puis on fait semblant de jouer le jeu parce qu'on veut pas avoir de l'air nono, puis on veut pas avoir notre iPhone sur la table à côté des jeunes. Mais on ne s'en sert pas de la même manière, puis on n'a surtout pas le même modèle mental de notre relation à la société et aux gens. Soyons honnêtes, c'est ça la réalité. Alors, on continue d'utiliser ce qu'on connaissait. On fait des grands dessins d'architecture avec des proportions qui sont complètement débiles, avec des perspectives qui ne tiennent pas debout. Et on vous dit, vous voyez, vous allez être au coin, vous. C'est ça que ça va avoir de l'air. Avez-vous déjà vu un building comme ça, vous, du coin de la rue? Ça, on voit pas, on le voit comme ça, le building. On le voit pas à partir du 22e étage en face avec une lentille X. Donc on montre des maquettes qui n'ont pas de sens, on montre des documents qui sont choisis, on montre les points de vue choisis, alors qu'on pourrait très bien se promener sur l'échangeur turco. On pourrait très bien le montrer. En plus, parce que ça va tellement vite, j'ai eu le plaisir de travailler dans une réflexion pour un Montréal numérique et j'ai rencontré cette magnifique équipe-là qui est à la division de la géométrie de la Ville de Montréal. Je vous invite à aller les voir. Saviez-vous, les makers, vous allez capoter. On a un modèle précis à 1 millimètre près de l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. OK? Ça existe en numérique. On n'a pas à numériser, c'est déjà fait. OK, on est capable, ils ont déjà tout le centre-ville en 3D. On pourrait partager ces données-là. Mais le département de cinéma puis les compagnies de jeux vidéo ne savent même pas que ça existe, encore moins les makers. Mais ça, c'est parce que, tantôt on parlait de transparence, c'est même pas une question de transparence, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on connaît ensemble. Voici une photo de quelques fonctionnaires qui étaient venus quand j'étais à la SAT. En fait, j'étais plus à la SAT, mais j'ai eu à ce moment donné-là. Mais on pourrait prendre le dôme. Montréal est la ville avec le plus de dômes au monde. Okay? Il y a la SAT, il y a le planétarium, l'ancienne ETS. L'ETS veut transformer ça en espace de co-création. Pourquoi on ne pourrait pas aller ensemble marcher sur la nouvelle place publique qu'on va construire dans 2 ans et donc donner notre avis vraiment réel sur la vraie position des choses? Donc, c'est pas de demander à la personne âgée de dire « Voulez-vous trouver la page web puis nous dire « Pesez sur le piton si vous êtes d'accord », mais c'est peut-être de l'inviter là puis de lui demander si elle aime cet espace-là. Parce que pour les 30 prochaines années, il va falloir s'y faire. On n'est pas dans le même monde. OK? Et si on ne veut pas finir comme ça, chacun en regardant nos écrans et en disant « oui, je vote pour ça », mais on ne se parle pas entre nous autres pour se poser les questions comme on parlait tantôt de concertation et de débat, ben c'est là qu'on a un problème avec la consultation et le citoyen numérique. On n'est pas encore numérique, on est en train de devenir numérique, on est dans une infomutation la plus importante qu'on n'a jamais probablement vécue dans les 500 dernières années. On peut-tu se donner du temps pour jouer puis apprendre? Parce que des experts, il n'y en a pas. On est tous experts au même titre que celui qui est à côté de vous, parce que ça fait le même temps que ça vient de sortir. Merci beaucoup.